J'ai été diagnostiquée en secondaire 5, donc j'avais 16 ans. Puis entre le moment du diagnostic et le début des traitements, ça a été comme 3 jours. Boum! Ce qui la définissait, ce qui faisait que Juliette était Juliette, une étudiante, elle était danseuse, elle était joueuse de soccer. Ben, tout ça, ça n'existait plus. Fait que Juliette, dans ça, elle était plus là. Il y a eu un trouble alimentaire, il y a eu une dépression majeure. Il y a eu mes traitements physiques, puis après, il y a eu mes traitements psychologiques pour tout ce qui est arrivé. Ton traitement finit le 25 septembre, exemple, ben là, le lendemain, le pleure plus, c'est fini. Parce que tu n'en auras pas de soutien psychologique. Quand Juliette a eu son cancer, elle était adolescente. Donc, elle était en pleine période de croissance. Au Canada, chaque année, environ 1000 enfants et adolescents sont frappés par cette maladie. Les 3/4 souffriront d'effets secondaires persistants au cours de leur vie. Impact physique, problèmes de fertilité, conséquences psychologiques parfois vraiment graves. Les guéris ou la vie après le cancer. Épisode 5, survivre à un cancer d'enfant. Juliette nous raconte son histoire entourée de sa famille. Sa mère, Marie-Josée, son père, Michel, sa sœur, Anne-Sophie. Je n'utilise que leurs prénoms pour préserver son identité. Tout commence au concert de Tom Odell à Montréal le 26 avril 2019. Juliette attend sous la pluie pour entrer. C'était une bonne chose que j'aille à ce spectacle-là parce qu'avoir attendu dans la pluie pis tout, ça nous donnait l'impression que j'avais un gros rhume ou whatever, une pneumonie peut-être. Mais c'était pas partout ça, finalement. Juliette tousse, une toux profonde, inquiétante. Sa mère l'emmène voir la pédiatre, qui prescrit une radiographie des poumons. Quand j'ai passé le rayon X, on lui a renvoyé les informations, puis là, elle a dit OK, il y a quelque chose de bizarre, fait que je vais vous référer à Sainte-Justine, puis c'est comme ça que moi, je me suis commencée à être traitée à Sainte-Justine durant l'été 2019, dans le fond. Son diagnostic, lymphome non-hodgkinien, une tumeur cancéreuse qui fait pression sur ses bronches et son poumon. C'est pour ça qu'elle tousse. Juliette a 16 ans. C'est l'année où elle magasinait sa robe de bal pour sa graduation, avec l'insouciance d'une adolescente. J'étais au secondaire, puis j'étais en train de me préparer pour mes examens du ministère là, de fin de secondaire. Ça s'est arrêté direct en mai, que j'ai arrêté d'aller à l'école, puis je suis jamais retournée. Là. J'ai juste arrêté du jour au lendemain d'y aller. J'ai pas fait mes examens. Je me préparais pour mon bal, j'ai pas fait mon bal. Puis il y a pas eu de question. Là. C'était même pas comme, OK, ben est-ce que je peux attendre puis faire mes traitements après avoir terminé mes examens, avoir fait mon bal, whatever. Non, c'était live. C'était tout de suite. Là. Désormais, Juliette et sa mère passent le plus clair de leur temps à l'hôpital. Tout va vite. Tout va vite. T'es 5-6 jours en ligne à l'hôpital, puis ensuite tu reviens à la maison, mais 3 jours après, tu reviens pour faire un test pour voir si ta formule sanguine est belle ou pas. Puis après ça, tu reviens une semaine après, puis après ça, tu reviens à l'hôpital pour une autre semaine, puis t'as pas le temps de te décourager. Sa mère se serait pendue au cou de l'hémato-oncologue pour se faire dire que sa fille allait guérir. Juliette, elle, reste stoïque. Est-ce que tu as eu peur? Ouais.
j'ai jamais comme eu peur durant les traitements. J'essayais peut-être plus de le minimiser, puis encore aujourd'hui, je le fais un peu, là, mais c'était plus difficile pour les membres de ma famille. Fait que comme je suis allée, c'est moi qui allais comme peut-être les réconforter puis leur dire genre, mais non, c'est correct, genre, c'est juste, moi, je vais bien, là, genre, c'est correct, mes traitements vont bien, puis tout, puis c'est ça. Dans ma tête, c'était juste, OK, ben, t'es malade, puis tu vas avoir des traitements de chimio, c'est plate, mais comme, whatever. J'ai jamais comme réalisé. C'est plus par après que j'ai fait genre, OK, ouais, genre, c'est quand même big. Vous l'avez senti, Juliette met un point d'honneur à rester forte. Mais parfois, elle craque. On était à l'hôpital, là, puis parfois, elle était étendue, elle était couchée sous moi, là, puis là, les larmes, ça coulait tout seul. On savait même pas pourquoi. Hein? Qu'est-ce qui te touche, Juliette? Qu'est-ce qui marche pas? Puis là, elle venait de penser à quelque chose qu'elle vivait plus ou qu'elle vivrait plus. Fait que ça l'affectait. J'avais des longs cheveux, j'avais des longs cils. Ça faisait de moi qui j'étais. Je trouvais que j'étais belle comme ça, puis c'était ça qui oui, ça tout, là, si on veut. Ma vision de moi-même, elle a changé aussi à cause de ça, là, parce que justement, tout ce qui faisait que j'étais moi physiquement, ben c'était plus là, si on veut. J'étais juste rendue comme bald, puis genre, j'avais rien, là. Fait que au tout début des traitements, je pense que mon infirmière pivot me voyait justement parfois dans la salle d'attente, genre, elle voyait que j'avais de la misère ou que j'étais en train de pleurer. Elle m'avait offert genre un suivi psychologique. Elle m'avait dit, OK, mais si tu veux en parler, tu peux en parler avec une psychologue, non. Puis j'ai jamais voulu en parler pendant mes traitements, là. Moi, j'étais juste comme pas là. Juliette risque aussi de perdre sa fertilité. C'est une grande inquiétude pour les enfants qui ont un cancer et pour leurs parents aussi. Juliette, on lui a dit, on t'avise tout de suite que les traitements de chimio peuvent avoir une incidence éventuellement sur ta fertilité. On te propose de prélever des ovules pour les protéger dans l'éventualité où, si à 25-30 ans, tu décidais d'avoir des enfants puis qu'à ce moment-là, ta fertilité n'est plus ce qu'elle devrait être à l'âge où tu es, tu auras toujours l'option d'utiliser l'un de tes ovules. Même si l'option lui a été proposée, ils voulaient entamer les traitements tellement rapidement qu'ils n'ont jamais pu prélever ces ovules-là. Tu sais, j'étais jeune, mais genre, je pensais quand même, hein, comme plus tard, ben, OK, mais si je veux avoir des enfants, si je veux avoir une famille, peu importe, est-ce que ça veut dire que, genre, je pourrais pas? Fait que c'est quand même gros, là, comme enjeu. Puis ça, c'est venu aussi me déranger beaucoup durant les traitements. Attention, félicitations à Juliette qui termine ce traitement aujourd'hui. Après 5 mois de traitement, Juliette rentre à la maison. Sa vie après le cancer commence. Elle n'est plus l'adolescente insouciante qu'elle était. J'ai recommencé à baigner justement dans le monde d'une jeune adolescente de 17 ans qui s'en va au cégep, mettons, là. Moi, j'entendais, mettons, mes amis qui parlaient d'aller au cégep, qui parlaient de leurs profs, qui parlaient de leur date ou peu importe. Puis moi, j'écoutais ça, puis j'étais genre... Tu sais, je pouvais pas relate comme eux pouvaient pas comprendre ce que moi j'avais vécu, si on veut. De mon côté, j'étais comme, OK, je comprends pas, genre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas de problème, genre. Pour eux, ça devait faire du sens, mais pour moi, ça en faisait pas vraiment, là. Juliette, qui est restée brave pendant tous ces traitements, se retrouve vulnérable, vraiment vulnérable. C'était pas un événement traumatique, je sais pas qu'est-ce qui est traumatique dans ma vie, là, sinon, mais je veux dire... Puis genre, oui, c'est un événement traumatisant quand même, là, d'apprendre que t'es malade à 16 ans, puis genre, de passer à travers des traitements de chimio à 16 ans, 17 ans, puis tout. Ça a emmené d'autres traumas, si on veut, parce que justement, il y a eu d'autres choses de comme... Personnellement, moi, j'ai trouvé ça plus difficile après que pendant le cancer. Moi, les traitements de chimiothérapie et tout, c'était
facile en comparaison à qu'est-ce qui se passait après, mettons, la bataille mentale, psychologique, dans les mois, les années qui suivent. Ma dépression majeure qui a fait que je suis sur une médication d'antidépresseur. Puis j'ai été à l'hôpital une nuit parce que ça allait pas bien. Puis bon, on s'entend là. Je veux dire, il y a beaucoup de choses que je pourrais parler. Il y a aussi le fait que j'ai eu un trouble alimentaire, je pense. Puis ça a été triggered en partie par les traitements et le diagnostic et tout. En contrôlant ce que je mangeais, en réduisant ce que je mangeais, en checkant ce que je faisais, peu importe. Ça me déstressait, si on veut. Parce que le fait qu'elle se soit tant fermée durant les traitements, qu'elle se soit concentrée sur sa guérison physique, puis qu'elle ne voulait pas consulter, puis qu'elle avait de la misère à admettre qu'elle pouvait soit avoir peur ou elle avait de la peine. Ou... Quand elle s'est laissée aller, il y a plein de problèmes qui sont remontés à la surface. Ça n'a pas été facile à vivre pour elle. Juliette a beaucoup hésité avant de témoigner publiquement de son cancer et des graves problèmes psychologiques qu'elle a affrontés par la suite. J'ai quasiment dit non, là. Je voulais quasiment pas en parler. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui passent par là, puis justement, ils en entendent jamais parler. Fait que c'est peut-être important, justement, de partager mon expérience ou peu importe. Là. C'est très commun de mettre ça en dessous du tapis puis de pas y penser. C'est vraiment comme revenir en santé physique. Puis par après, là, c'est la santé mentale qui a fait genre, OK, bon, là, il s'est passé telle affaire, puis genre, ça va pas très bien. Durant les mois suivants, les années suivantes, j'ai travaillé là-dessus. Les études montrent aussi qu'il y a environ 30 à 40 % des survivants de cancer pédiatrique qui vont avoir des enjeux psychologiques à long terme, surtout sous forme d'anxiété. Il y a des désordres de stress post-traumatique aussi qui peuvent être présents. La docteure Caroline Laverdière travaille depuis 20 ans à guérir des enfants et des adolescents de leur cancer. Pédiatre, hémato-oncologue, mère de 4 enfants aussi, c'est vraiment une femme d'une grande humanité. Elle travaille à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, où Juliette a été soignée, et c'est une experte du suivi à long terme. L'adolescent, dans le fond, c'est une bébite sociale. C'est souvent, il a besoin d'être dans son milieu, d'être avec ses amis, d'avoir du plaisir. Donc, l'adolescent, quand on lui annonce qu'il y a un cancer, il y a beaucoup de peine, là, mais c'est sûr en premier, mais c'est beaucoup de colère qu'on voit. Le cancer lui enlève tout ce qu'il aime dans la vie. Même pour nous, comme soignants, c'est des défis pour pouvoir les accompagner parce qu'ils ont souvent tendance à se fermer puis à pas vouloir nous parler. Mais il y a aussi, de façon intéressante, un 30 % des survivants qui ont une santé psychologique meilleure que la population générale. Et ça, je pense que c'est l'effet de la résilience puis d'avoir vécu une épreuve très difficile en jeune âge. Donc, il y a vraiment des gens, puis ça, on le voit en clinique, qui ont des personnalités exceptionnelles. C'est des gens qui ont vraiment une profondeur de réflexion, qui sont capables de s'adapter à tout dans la vie, là. C'est fascinant. La plus grande difficulté, la plus grande frustration même pour Juliette et sa famille dans leur vie après le cancer, c'était d'essayer de la faire soigner pour des problèmes psychologiques vraiment profonds. Là, je parle pour notre expérience personnelle, mais le suivi qui est fait post-traitement est un suivi physique. Le soutien psychologique nous a été offert durant le traitement. À la fin des traitements, moi, quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait anguille sous roche puis qu'il y avait problème, j'ai essayé d'obtenir du soutien de la part de Sainte-Justine où elle avait subi ses traitements. Puis je ne l'ai pas eu. Étant donné son âge et qu'elle était du côté pédiatrique, quand elle a terminé ses traitements, elle était presque majeure. Donc là, elle a été transférée au système normal adulte et il n'y en a pas de service. Il n'y en a pas. Si elle avait été plus jeune, je suis sûr que Sainte-Justine aurait donné le suivi. La famille n'a pas le choix. Elle se tourne vers le privé.
Parce que moi, de voir ma fille dépérir, presque aussi mal en point, sinon plus mal en point qu'elle était pendant ses traitements, mettre sa vie potentiellement en danger, c'est très difficile comme parent. Puis j'avais pas de soutien ou d'aide. Il a fallu que j'aille chercher ailleurs, mais c'était fait de façon parallèle. Toute l'aide qu'on a eue, c'était pas du public. Ça vient tout du privé. Toutes les démarches qu'on a faites, mettons, au public, tu sais, je pense que j'ai reçu ma lettre d'acceptation pour possiblement avoir un psychologue il y a quelques mois. Je veux dire, alors que ça fait comme 2 ans que je suis en thérapie, là. On s'entend, là? C'est la seule porte d'entrée qu'on a trouvée, nous. Il n'y avait pas d'autre façon de la faire voir rapidement. Puis il fallait que ça se fasse rapidement, parce que on l'aurait pas revue, là. Sans pour autant dévoiler l'identité de Juliette, j'ai quand même voulu raconter ces événements à la docteure Laverdière. C'est le genre de situation où nous, si un adolescent se confie comme oncologue, je décrocherai le téléphone, je parlerai à mon collègue spécialiste en troubles alimentaires, puis je lui dirais, peux-tu l'évaluer? Dans un monde idéal, c'est ce qu'on ferait, mais en santé mentale, à cause de la complexité du réseau, ça reste que c'est ça, c'est beaucoup plus difficile. Ici, à Sainte-Justine, il y a un excellent service pour les 18 ans et moins, mais 18 ans et plus, c'est ailleurs. Et là, il faut voir les ressources dépendant de l'endroit où on demeure. On sait maintenant que, malgré sa chimiothérapie, Juliette pourra avoir des enfants. Elle a été suivie par la suite, puis c'est quand même de bonnes nouvelles parce que malgré tout, sa réserve ovarienne est quand même très, très bonne maintenant. Sa vie durant, on va faire des tests pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact sur son cœur, qu'il n'y aura pas d'impact sur ses reins par rapport aux chimios qu'elle a reçus. Donc, physiquement, elle est chanceuse parce que pour le moment, elle n'en a pas du tout de séquelles physiques. Les études montrent qu'environ 70 à 75 des enfants qui ont eu un cancer pédiatrique vont développer à l'âge adulte des problèmes de santé. De ces 75 %-là, il y en a 30 % chez qui ça va être des séquelles significatives au niveau physique ou au niveau santé mentale. Donc, significative veut dire qu'il y a un impact sur la qualité de vie puis le fonctionnement dans la vie générale. Et une des choses importantes, c'est qu'il y a un risque de deuxième cancer plus grand chez tout enfant qui a reçu de la chimiothérapie ou de la radiothérapie pour un premier cancer. Donc, on sait que globalement, les survivants de cancer ont environ 2 fois plus de risques de faire un cancer que la population générale. Mais dans certains sous-groupes, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20 fois. 50 fois. On leur dit pas ça tout d'un coup parce que c'est effectivement très angoissant. En aidant nos patients à avoir des bonnes habitudes de vie, on va pouvoir faire diminuer cette courbe-là, d'effet à long terme aussi. La famille de Juliette a eu peur pour elle, a souffert pour elle, l'a soutenue de toutes ses forces. L'expérience a laissé des traces. La minute que ma fille tousse, ça me ramène 4 ans en arrière, puis j'ai de la misère à faire mes nuits. J'écoute, je compte le temps entre la première quinte de toux et la deuxième. Je traîne encore un peu de ça, oui, c'est sûr. J'ai consulté à quelques reprises pendant quelques mois, en fait, pour m'aider à essayer d'apprendre à vivre en diminuant ma vigilance. Encore aujourd'hui, Anne-Sophie veille jalousement sur sa petite sœur. Autant durant les traitements qu'après les traitements, c'est dur de voir une personne aussi proche de toi être aussi mal. J'ai toujours été super proche de ma sœur. Avec toute la douleur ou la tristesse ou la peine qu'elle avait, je voulais le prendre sur mes épaules. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la vie, malheureusement. J'ai essayé d'y donner le plus de support que je pouvais. Mais moi, je sens qu'encore aujourd'hui, tu veux la protéger. Oui, beaucoup. C'est ma petite sœur. J'ai toujours cet esprit de protection. Je pense qu'il n'y a personne chez nous qui n'a pas consulté post-traitement, là. Puis on a appris à vivre avec ça, à cheminer avec ça, parce que ça a été des moments difficiles qui a fait qu'on a vécu beaucoup d'anxiété, mais je pense que tout le monde maintenant le vit beaucoup plus facilement. Cinq ans après son diagnostic, Juliette est toujours en thérapie, toujours sous médication, mais elle s'est retrouvée. Grande, jolie,
avec ses longs cheveux châtains, ses cils, son rouge à lèvres très rouge. Ça a pris du temps avant de revenir à OK, ben là, je me sens genre Juliette, genre, là, je suis comme OK, là, je suis cute, genre, je reviens avec mes cheveux, non, genre, ça m'a pris du temps à pouvoir, comme, justement, retrouver ça, là, si on veut. Puis ça va beaucoup mieux, donc c'est possible pour moi, justement, d'aller à l'école, de sortir avec mes amis, de pouvoir faire des projets personnels, de travailler, d'avoir un job, whatever. J'ai l'impression qu'en ce moment, je commence finalement comme à avoir du monde qui comprennent, qui semble avoir des enjeux similaires à moi, qui semble avoir les mêmes valeurs que moi. Justement, ces gens-là, ça leur a peut-être pris le temps normal que ça aurait pris, mais moi, genre, ça m'a juste frappé un peu plus tôt, puis ça fait que j'ai cette maturité-là peut-être, ou cette conscience-là de la vie depuis plus longtemps, si on veut. Il faut entendre Juliette parler de sa passion, la musique. Elle redevient une fille de 21 ans aux accents d'adolescence, jeune, enthousiaste, optimiste. Je lui ai demandé quelle chanson l'avait soutenue dans ces moments difficiles. C'est une bonne question. C'est ma question préférée. C'est drôle. C'est parce que c'est drôle parce que ça a toujours été important pour moi, la musique, puis ça continue de l'être, puis c'est pour ça que plus tard, j'aimerais ça travailler là-dedans. Dans tous les moments, justement, où c'était plus comme difficile, j'ai tout le temps mes écouteurs dans les oreilles, puis ça les énerve, là. La première chanson à laquelle je pense vraiment, c'est la chanson de Harry Styles, de Fine Wine. Ça, c'est une chanson que j'ai réécoutée beaucoup, là, si on veut, pendant les dernières années. Là, puis ça a été très présent. Je veux dire, j'ai même un tatou là, des paroles de la chanson. Fait que, je veux dire... Qu'est-ce que ça dit, ton tatou? C'est We'll Be Alright. L'histoire de Juliette avait commencé aux portes d'un concert de Tom Odell. Elle est retournée à son spectacle en 2022 avec sa sœur Anne-Sophie. Et elle a eu la chance de lui raconter son histoire en coulisses. L'attente sous la pluie, la toux, le cancer. J'ai un autre tatou avec ses paroles de chansons qu'il m'a écrites. Fait que, je veux dire, il était très touché, il m'a donné un câlin, il a dit qu'il s'en rappellerait, puis je veux dire, on l'a revu depuis, puis on va le revoir l'an prochain probablement. Fait que, je veux dire, on le voit souvent. Take my past and take my sin, like an empty sail takes the wind. Heal, heal, tell me. Les guéris ou La vie après le cancer est une série produite par Le Devoir d'après une idée de la docteure Brigitte Rouleau. Monteur, Julien Forêt. Conseiller à la réalisation, Félix Deschaines. À l'éditorial, Valérie Duhem. Médecin conseil, la docteure Marie-André Fortin, radio-oncologue et directrice en cancérologie du CIS de Laval. Et moi, Marie-Paul Rouleau, journaliste et réalisatrice. Abonnez-vous au Fil du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée et n'hésitez pas à nous écrire à balado@radioincolore.ca.
ledevoir.com. Merci d'avoir été des nôtres.